Je connais la naturopathie. J'ai même consulté une naturopathe, donc je connais un petit peu. Suite à une longue maladie auto-immune, dont on me disait qu'elle était incurable, donc après avoir passé 7 ou 8 ans dans la médecine conventionnelle à me soigner, sans résultat, j'ai cherché à voir ailleurs. Et donc je suis tombée sur la médecine douce ou alternative. Et donc j'ai compris ce que c'était une maladie auto-immune et j'ai commencé à me soigner. Et comme j'ai obtenu d'excellents résultats, voilà. La naturopathie est une synthèse de méthodes naturelles au service de la santé. L'objectif est de comprendre en fait le mode de fonctionnement de la personne, même si nous avons tous à peu près les mêmes organes au même endroit, eh bien chacun va avoir un mode privilégié en fait de fonctionnement avec des avantages et des inconvénients. Donc le rôle en fait du naturopathe est de pouvoir comprendre en fait qui est la personne qui est en face de nous, de comprendre quel est son mécanisme d'action par rapport à une pathologie, par rapport à une problématique diverse. Pour moi, ça va être un travail, la naturopathie, sur plusieurs choses, sur plusieurs angles. Notamment, on sait c'est les plantes, c'est bien plus que ça. On va travailler sur le physique, sur le mental et toutes ces choses-là. En fait, finalement, vous êtes conseillé sur multipositions au niveau de la santé et vous essayez de conseiller la personne au niveau de l'amélioration physique, au niveau de l'amélioration de la santé, de l'émotionnel, toutes ces choses-là. Le terme exact pour toutes nos médecines en dehors de la convention allopathique, de la médecine institutionnelle, c'est le terme médecine non conventionnelle, justement puisque nous sommes hors contrat, hors convention, et c'est le terme désigné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc médecine non conventionnelle qui a son rôle à jouer au même titre que d'autres médecines. Tout un courant qu'on appelle le courant hygiéniste se met en place, à la fois aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, en 1898, Benedict Lust et John Shiel, deux hygiénistes, décident de monter la première école et forgent le mot naturopathie sur une racine étymologique anglaise, nature, la nature, et path, le sentier, le chemin. Ce qui a donné naturopathie, qui au départ donc est très très loin de toute dimension soignante, de répondre à une pathologie. Pathos à l'origine veut dire la passion, le ressenti en grec. Et puis dans les années 40, Pierre Marchessault, qui est la racine, le tronc commun de la plupart des chefs d'école de France, lui aussi va faire la synthèse des différents courants européens et nord-américains. Et puis les années passant, bien sûr, ses propres élèves et d'autres ont créé leurs propres écoles, leurs courants, enrichissant ou modifiant la structure de base, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à peu près une douzaine d'écoles en France, dont 6 regroupées au sein de la FENAMAN. L'humorisme, c'est la science des humeurs. Les humeurs sont représentées par le sang, la lymphe, les sérums extracellulaires et les sérums intracellulaires. Et pour le naturopathe, eh bien, la maladie résulte de l'encrassement de ces humeurs. Le deuxième pilier est un pilier essentiellement philosophique qui s'appelle le vitalisme et qui suppose la croyance, le respect, l'accompagnement de la vitalité, la force de vie. Le vitalisme suppose une énergie qui n'est ni le fruit de réactions physico-chimiques, donc on n'est pas du tout dans une vision calorique de l'énergie vitale. Il ne s'agit pas non plus d'une énergie qui viendrait de la volonté, du psychisme. Et d'ailleurs, les dictionnaires définissent aujourd'hui le vitalisme plutôt par un ni ceci ni cela. Donc une force vitale qui circule dans le corps, qui réalise le concept par exemple de méridien d'acupuncture, de point d'acupuncture, de chakra en Inde aussi. Et cette vitalité que l'on conçoit comme intelligente, elle préside à la fois à la préservation de la santé, à la normalisation permanente de tous les paramètres biologiques, ce qu'on appelle l'homéostasie, et c'est grâce à elle que les processus de régénérescence peuvent être mis en place, donc des processus d'auto-guérison. Sans cette vitalité, il est absolument impossible de concevoir l'efficacité des cures ou des techniques, puisque nous ne sommes en aucun cas interventionnistes sur des symptômes,
mais nous accompagnons ces forces de régénérescence qui peuvent, dans le meilleur des cas, aider une personne à guérir si elle a suffisamment d'énergie vitale. Causalisme. Le causalisme, c'est effectivement s'intéresser non pas aux symptômes, mais à la cause. Hippocrate d'ailleurs écrivait parfois la cause de la cause de la cause. Le terrain, si on en parle à un paysan, il va vous dire c'est ma terre. Et il sait très bien, le paysan, que sa terre doit être en bon état s'il veut avoir des fruits, des légumes corrects, bien drainés, sans carence, avec pas trop de parasites, pas trop de cailloux. Et il prend soin de sa terre, comme nous, on prend soin du terrain en naturopathie. C'est tout à fait parallèle. On va parler d'un bon terrain, d'un terrain solide, défensif, survital. On va parler d'un terrain déprimé, d'un terrain carencé, oxydé, affaibli. Le terrain, c'est pour les anciens les humeurs. C'est l'équilibre humoral donc de la biologie, le pH, la résistivité, l'oxydation, les carences, etc. Pour ma part, j'élargirai encore le concept de terrain en disant que c'est l'ensemble des paramètres biologiques qui définissent une personne, bien sûr, mais également ses paramètres psychologiques, énergétiques, sa personnalité dans toutes ses dimensions, qui fait qu'elle est unique, et que modifier le terrain, c'est forcément modifier le système immunitaire, c'est modifier l'impact du stress, c'est modifier les capacités, les ressources que nous avons de créativité ou d'auto-guérison. Moi j'ai un terrain acide, donc j'essaye de faire avec et donc d'éviter les choses qui vont augmenter cette acidité. Donc ouais, je connais un petit peu les aliments en fait, qu'il faut que j'évite et ceux qu'il faut que je privilégie, donc je fais quand même gaffe. L'acidose qui nous intéresse n'est pas l'acidose du sang, mais l'acidose des tissus. On sait très bien aujourd'hui en biologie que le jour, l'organisme produit des acides organiques, qui sont liés à la fois à l'alimentation, au stress, au surmenage, et que la nuit, un processus inverse se met en place, un processus de désacidification, qui se fait sous l'égide notamment de l'hormone de croissance, et qui va éliminer par les reins et par les poumons une part importante d'acide. Si l'équilibre entre le jour et la nuit se passe bien, on reste en santé. Pour plein de raisons, nous ingérons plus d'acide que ce que la détox nocturne ne peut assumer. Alimentation acide, alimentation acidifiante et facteurs de vie acidifiants. 2-3 exemples. Les aliments acides, c'est tout simple, c'est ceux qui ont le goût acide en bouche. Les fruits pas mûrs, les agrumes, les verdures de type oseille, rhubarbe, épinard, les laitages de type acide, les sodas, les vinaigres, le vin blanc, le champagne, etc. Bon. Les aliments acidifiants, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont des aliments comme les protéines en particulier, protéines fortes, concentrées, animales ou végétales, qui vont générer un métabolisme intermédiaire avec la libération d'acides organiques. Se rajoutera à cela des produits acides venant du métabolisme nerveux, lié au stress, et du métabolisme intestinal, lié aux fermentations, notamment du côlon droit. Tous ces acides et bien d'autres vont peu à peu saturer le milieu des mésenchymes, des parenchymes, c'est-à-dire des tissus, et non pas du sang. L'homéostasie va faire ce qu'elle peut pour neutraliser cette acidité, en utilisant d'abord les facteurs tampons habituels, la respiration, les reins, les bicarbonates. Mais si cette capacité homéostatique est dépassée, on va puiser dans nos réserves alcalines, on va puiser notamment dans des réserves calciques et potassiques des os, des dents, des ongles, des cheveux, des fanères. Et le résultat sera une déminéralisation, une décalcification importante du corps humain. Et le mariage bien connu d'un acide et d'une base va donner des sels, des cristaux. C'est les cristaux dont parlait Marchesseau il y a déjà 60 ans, et qui correspondent aujourd'hui au tableau de l'arthritisme, le tableau du rhumatisme chronique, le tableau de toutes les inflammations, toutes les pathologies qui se terminent par it sont sur un terrain acide. Petit niveau de surcharge va s'installer, toxique et toxines, et le corps va spontanément émettre comme des signaux d'alarme qui ne vont intéresser personne.
On le voit chez l'adulte, quand vous avez la langue un peu chargée le matin, bon, on ne va pas consulter pour ça. Vous avez dans la glace un petit bouton blanc près du nez, ok, on s'en fiche un peu. Modification du transit, des selles un peu claires, des règles un peu épaisses ou un peu différentes chez la femme, une transpiration qui sent un peu fort, les cheveux un peu gras, une petite tache blanche sur les ongles. 1000 petits indices comme cela sont déjà des indicateurs qui disent surcharge. Attention, un peu trop de fromage, un peu trop de mauvaise graisse, un peu trop de stress, un peu trop de pollution. Et comme on passe à côté de ces premiers symptômes, on arrive à un stade qu'on appelle le stade aigu, le premier stade de réactivité, et qui est caricaturé par exemple dans les pathologies infantiles de l'enfant, les maladies de l'enfance, rougeole, oreillon, scarlatine, rubéole, etc., qui sont toujours comme des explosions centrifuges, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, avec fièvre, diarrhée, vomissements, boutons, transpiration, tout un tas de symptômes qui inquiètent les parents, c'est bien normal, qui nous réjouissent, puisqu'ils témoignent d'une belle vitalité, d'une belle capacité d'élimination, et qui font que maladroitement, on va surabuser probablement de médications anti-inflammatoires, anti-diarrhéiques, anti-tussives, anti. Le corps, bien sûr, ne s'épuise pas tout de suite, il ne s'avoue pas vaincu, et quelques semaines ou quelques mois après, on va voir une autre pathologie apparaître. Chez l'enfant, c'est spectaculaire parce qu'on voit une alternance souvent de rhume à bronchite, de bronchite à otite, d'otite à sinusite, de sinusite à rhino à répétition. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir des gamins qui sont 4, 6, 8 fois par an sous antibiotiques. D'année en année, la force vitale va décroître, mais les surcharges vont augmenter. On va passer au stade chronique de la pathologie, et on voit souvent, chez l'adulte notamment, des cystites chroniques, des bronchites chroniques, des rhumatismes chroniques, tout un tas de dermatoses, etc., chroniques, qui sur un mode un peu sinusoïdal, vont donner des épisodes actifs et des épisodes qu'on appelle de rémission. Et généralement, le client il se réjouit quand il est en période de rémission. Pas de chance, nous on lui explique que c'est l'inverse. Il doit se réjouir dans les phases actives, puisque c'est là que son corps est en train d'éliminer et d'exprimer sa vitalité. À ce stade, il est toujours possible, comme au premier stade aigu, en corrigeant l'hygiène de vie, de revenir à une santé parfaite. Marchesso parlait de 3 cures hiérarchisées. Nous parlons de la cure de détoxination, puis de la cure de revitalisation, puis la cure de stabilisation. La détox, une cure de nettoyage, une cure qui va répondre à toutes les situations de surcharge donc. Surcharge en toxiques, ce sont les indésirables qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui les xénobiotiques. Il y a des milliers qui saturent la planète et dont les mariages moléculaires sont absolument imprévisibles. Les différentes pollutions de l'air, de l'eau, de l'aliment, etc. Les toxiques s'ajoutent aux toxines qui sont, elles, produites par l'organisme lui-même. Des acides organiques, des taux trop élevés d'urée ou d'acide urique, des produits des fermentations ou des putréfactions intestinales, certains dérivés liés au stress aussi, voilà. Donc, quand les toxiques et les toxines apparaissent, la priorité pour nous est de mettre en cure de détox, en cure de nettoyage. Cette cure a 3 temps fondamentaux qui sont toujours respectés par nos praticiens. Le premier est un temps, on va dire, de diététique naturelle pour fermer un peu la porte des surcharges, limiter les apports de ce qui peut encrasser, comme disaient les anciens, l'organisme. Donc on va aller voir du côté des produits laitiers souvent, du côté des excès de farineux, surtout à gluten, du côté des excès de mauvaise graisse, de mauvais sucre, des excès de produits animaux, etc. Et si le réglage tout simple de l'alimentation ne suffit pas, et si la vitalité du client le permet, on peut installer des cures saisonnières, des cures de raisin, des cures de jus, etc. Des petites monodiètes, c'est-à-dire des temps avec un seul aliment, pendant une soirée, une journée ou plus, ou des petits jeûnes courts accompagnés.
Maintenant, par rapport à ces a priori de je ne vais pas tenir, je vais perdre mon énergie, etc., eh bien, elle va vite se rendre compte, c'est l'inverse qui se produit. Il y a une règle en naturopathie qui dit que plus le taux des surcharges est important, plus la vitalité baisse. C'est-à-dire que plus le taux de surcharge est important, plus on va perdre de l'énergie. Mais l'inverse est vrai également. Plus on fait baisser le taux des surcharges, plus la vitalité remonte. Ce qui explique que, eh bien, malgré que l'on met en place une méthode restrictive, la personne se sent mieux. Tout simplement parce qu'on va débarrasser les toxines des humeurs. Donc elle va retrouver du potentiel, de l'énergie. Le deuxième temps qui est essentiel, c'est qu'il faut aider le corps à éliminer. Donc on va utiliser là 1001 techniques de drainage pour soutenir les émonctoires. Les émonctoires étant les organes filtres de l'organisme. Donc on va utiliser de quoi nettoyer, aider, soutenir les fonctions du foie, de la vésicule, de l'intestin, de la peau, avec l'exercice physique, avec l'hydrothérapie, avec le massage, avec la réflexo, avec les plantes éventuellement, etc. Et puis le troisième temps de la cure de détox est un temps de pure psychologie qui s'appuie sur la relaxation et qui suppose que si notre mental, notre cerveau pensant, notre intellect est en permanence sous pression dans l'anxiété, les soucis, la rumination mentale, il consomme une quantité énorme d'énergie qui en soi ne peut plus être disponible pour le cerveau profond, le cerveau viscéral, qu'on appelle le diencéphale, cerveau organique. Donc là, on va installer tout un tas de techniques de bien-être psychique qui vont du bain chaud relaxant au massage, en passant par les méthodes de sophrologie, de yoga, de relaxation de Schultz ou de Jacobson pour gérer le stress et libérer cette énergie, si vous voulez, apaiser le mental. Cette cure de détox va durer de 1 semaine à 3 mois, grosso modo, selon la situation. Et bien évidemment, il est logique d'arrêter cette cure, sinon on serait en carence rapidement, à force de drainer et à force d'être en jeûne, bien sûr. Donc on passe en cure de revitalisation. Cure de revitalisation, en fait, elle est à la fois composée de la cure de nutrition, c'est-à-dire que là, vraiment mettre en place qu'est-ce que l'on doit manger, quelle est l'alimentation qui est bénéfique pour notre santé. Et ensuite, eh bien, on va la compléter par des compléments alimentaires qui vont avoir pour but de rebooster, de ramener plus vite, si vous voulez, l'état d'équilibre et de combler les carences éventuelles, les carences existantes par au trait de la maladie, et ensuite qui découle également de la cure de nettoyage. C'est un extracteur de jus à froid, cold press comme ils disent les Anglais, simplement presse à froid. Donc ici ça vous aura permis avec une rotation douce de 60 tours minutes de respecter complètement la composition naturelle des aliments. Tout ce qui est minéraux, vitamines, oligo-éléments, enzymes, eh bien vous les préservez toutes intégralement grâce à cette qualité d'extraction douce qui protège et respecte complètement. Chacun d'entre nous peut s'attendre à de nombreux bénéfices assez rapidement. Mettons sur une consommation par exemple d'1, 2, 3 semaines tous les jours un grand verre de jus, il y a de fortes chances que vous sentiez une différence. Parce que ça va vous permettre de réguler de nombreuses choses. Si par hasard vous aviez des carences, si par hasard vous aviez un problème de pH, eh bien là la consommation du jus va être extrêmement bénéfique pour vous. Donc vous pouvez espérer régler de nombreuses problématiques. Les intestins par exemple, pour ceux qui auraient les intestins un peu fragilisés, enflammés, eh bien c'est extraordinaire. C'est un fabuleux moyen d'avoir un apport de cru en vitamines et minéraux, etc., sans avoir la fibre qui va à ce moment-là se comporter comme un râteau au niveau des intestins et va encore plus fragiliser. Là, on revoit toute l'hygiène de vie pour d'une part faire la chasse à ce qui nous dévitalise, que ce soit la vie nocturne, que ce soit les nuisances électromagnétiques, les polluants, l'automédication parfois maladroite ou dangereuse, etc. On va régler la nutrition cette fois pour apporter l'idéal alimentaire de la personne,
en sachant qu'il n'y a pas un régime naturopathique, mais il n'y a que des déclinaisons individualisées. Une nutrition qui va combler à la fois toutes les carences, qui va utiliser des super-aliments, en plus des bases nutritionnelles. On a souvent recours à des produits comme l'eau de mer, comme le pollen, comme les algues, certaines huiles, etc. Pour mettre à niveau le capital minéraux, vitamines, oligo-éléments, enzymes, fibres, etc. Et c'est grosso modo, voilà, sur cette alternance de cure, de détox et de revitalisation, que peu à peu, on va reconstruire, on va régénérer le terrain et toutes les ressources d'autodéfense et d'auto-guérison. Il y a 4 techniques majeures. La bromatologie, c'est l'étude de la diététique et de la nutrition, hein. Donc l'art de la restriction et l'art de la distribution, hein. Ensuite, il y a l'hydrologie. L'hydrologie, la technique par l'eau, par voie interne, par voie externe. Donc technique très importante, hein, quand on sait qu'on est fait à 70 voire 80% de liquide. Donc rien que par la technique de l'eau, on va pouvoir faire déplacer les toxines. Donc c'est une technique intéressante et c'est pour ça que pour nous elle est majeure, hein. Ensuite, il y a la biokinésie. La biokinésie, c'est la synthèse de la technique par l'exercice. Alors là, l'exercice est effectivement fondamental aussi, hein. Nous sommes mouvement et nous devons effectivement bouger, hein, pour que ces liquides justement soient nettoyés, soient activés, hein, et donc éliminent plus facilement les toxines, hein. Et puis, quatrième technique qui est majeure, c'est la psychologie. Elle a 2 branches sur les techniques de la relaxation, c'est-à-dire toutes les techniques qui vont viser à calmer le mental, donc principalement les techniques de relaxation. Et puis aussi toutes les techniques, c'est représentatif de la 2e branche, toutes les techniques qui vont nous permettre de conserver la lucidité mentale, la cohérence de nos idées et également tout le travail sur soi. La cure de stabilisation, c'est une étape qui se produit après avoir fait ces 2 premières cures. C'est une étape où eh bien, on se sent bien dans son corps, hein. On est en équilibre, c'est l'harmonie du corps physique, mais on se sent bien dans sa tête, on se sent bien à tout niveau si vous voulez, hein. Et là aussi, eh bien, il y a des étapes, hein, c'est-à-dire que pour rester en stabilisation, il y a des choses qu'il faut faire et des choses à ne pas faire, hein. La première étape, si vous voulez, on attribue une grande importance à l'alimentation, au choix de l'aliment. Pour nous, il y a une alimentation qui est encrassante et une alimentation qui n'est pas encrassante. Eh bien, si on veut se stabiliser, la logique est qu'il faudrait se maintenir à consommer des aliments qui n'encrassent pas. J'essaye de manger sainement et c'est vrai que manger sainement, c'est pas toujours facile parce que par rapport aux médias et par rapport aux grandes chaînes de distribution, on a plus facile effectivement à aller dans un fast-food ou à manger de l'emballé et du tout fait et finalement c'est comme ça qu'on appauvrit son corps et sa santé. On continue d'enseigner que l'homme est un omnivore, fait pour manger de tout, un peu, voire n'importe quoi, un peu. C'est ajouté à ce concept erroné la notion de cuisine, de gastronomie, et c'est ajouté à ce concept l'information ou la désinformation qui fait de nous des consommateurs, pas vraiment éclairés, de tout ce que la pub veut bien nous faire ingurgiter. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai totalement changé mon mode de vie, je dirais, et j'ai une autre hygiène de vie. C'est-à-dire que je ne m'alimente plus comme avant, je fais attention à ce que je mange, à l'environnement, aux pollutions, aux toxines, aux machins, à tout ce que la naturopathie a pu m'apporter. Donc j'ai complètement changé ma vision ma conception de la santé en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis très consciente que la santé, elle est d'abord préventive. Et que si tout le monde s'y mettait, si tout le monde écoutait son corps, son esprit, on passerait aujourd'hui à côté de beaucoup de maladies dégénératives telles les cancers, les maladies neurologiques, etc. Voilà.
si tout le monde prenait soin de sa santé, et notamment de son alimentation. Se rapprocher d'un idéal que les anciens appelaient le régime biologique humain et qui s'appuie sur une évidence qui dit que tous les animaux ont une alimentation spécifique. Ce sont des études qui sont parfaitement connues par les vétérinaires, par exemple, mais qui ne sont pas passées en médecine humaine. Pierre-Valentin Marchessault était biologiste, était un biologiste qui a travaillé dans la nature, qui a su observer. Hein. Et il s'est interrogé sur les différentes espèces animales. Il a pu faire émerger qu'il y avait 4 grands tubes digestifs, 4 grandes espèces animales, si vous voulez, qui donnaient naissance aux carnivores, aux granivores, à l'herbivore et aux frugivores. Et s'est aperçu que ces différentes espèces, si vous voulez, eh bien, avaient un aliment en particulier, après des aliments seconds, mais ils mangeaient un aliment en particulier. Le carnivore, il mange de la viande. Hein. Il la mange crue. Il la mange avec les entrailles, les os. Hein. Mais il est fait anatomiquement pour cela. Il a une denture pour manger de la viande, hein, une denture très espacée, pour ne pas retenir justement les fibres de viande. Il a un estomac puissant avec des sécrétions puissantes. Il a des reins puissants. Il a un intestin assez court. Hein. Tout cela, je ne vais pas détailler, mais tout ça est fait justement pour pouvoir consommer ce type d'alimentation. Hein. Et il sécrète de l'ammoniac. La viande est acide, mais il y a à la fois l'acidité de la viande et il ramène des bases à travers les os. Hein. Et puis il sécrète de l'ammoniac pour venir tamponner les acides. Donc tout cela est fait pour lui, la viande. Hein. Maintenant, on a les mêmes choses au niveau du granivore. Le tube digestif d'un granivore n'est absolument pas le même qu'un carnivore. Hein. Il a un jabot-jarmoire, il a pas de dents, hein, donc il n'est pas fait pour consommer n'importe quoi. Il malaxe la graine, hein, il la rend à température pour qu'elle soit digeste, assimilable correctement. Hein. Il a un intestin très très court, hein, 1,50 m, et quand vous observez des granivores, eh bien, ils mangent, ils boivent, ils défèquent. Hein. On peut retrouver chez certains granivores plus de 150 selles par jour. C'est énorme. Hein. Donc, vous voyez des différences très importantes. Je mange de tout, j'évite les produits laitiers. Je ne bois pas de lait. Et je pratique beaucoup la chrononutrition. C'est-à-dire que le soir, à partir d'une certaine heure, je ne mange plus du tout de sucre. Quand je dis du tout de sucre, c'est-à-dire que même un fruit. Voilà. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que le sucre est inflammatoire, pro-inflammatoire du moins. Voilà, et pour éviter d'avoir trop de cortisol le soir. Voilà. Avoir un bon sommeil. J'essaie de supprimer le gluten, les laitages, le lait de vache. Parce que j'ai entendu dire que la vache fait son lait pour alimenter son petit veau et que ce lait est fait pour que le veau prenne 200 kg en 6 mois. Moi, j'ai pas trop envie de prendre 200 kg en 6 mois. Donc je prends du lait d'animaux plus petits, à ma taille, à taille humaine. L'herbivore, c'est pareil, des grosses différences, pas du tout le même tube digestif, plusieurs poches stomacales, hein, 30 mètres d'intestin, donc pour pouvoir casser la cellulose. Hein, donc tout cela montre bien qu'il y a une alimentation bien spécifique en fonction du tube digestif. Hein. Et puis il a étudié aussi les frugivores, représentés par les grands singes. Les frugivores, eh bien, mangent quoi? Eh bien, mangent 90, voire 95, 98% de fruits, de végétaux, hein, à travers les feuilles, les racines, les tiges, etc. Et le reste, eh bien, c'est un petit pivoiseauté avec
des œufs, quelques coquillages, des insectes, voilà leur alimentation. Hein. Mais ce qui est important là-dedans à retenir, c'est que le frugivore a exactement notre tube digestif, exactement le même tube digestif. Hein. Donc notre biologiste a simplement observé, il s'est dit mais à même tube digestif devrait correspondre la même alimentation. Et donc, il en a conclu à préconiser, si vous voulez, cette alimentation-là, en se rapprochant de l'alimentation des frugivores, hein, représentée par les grands singes. Et il s'est aperçu que, eh bien, cette alimentation n'encrassait pas et n'était pas génératrice de maladies. Donc, ça venait bien confirmer qu'on devrait aller vers ce type d'alimentation. Donc là, vous avez des jus qui sont vraiment qualitatifs. Hein. Jus qualitatif, vous connaissez les cures de jus, les cures détox, eh bien c'est cette qualité de jus que l'on consomme, des jus extraits à froid, riches en nutriments essentiels et surtout qui vont être parfaitement assimilés par le corps. Pourquoi? Parce que la machine, eh bien, elle a fait ce travail de dissociation entre la fibre et le contenu minéral. Donc aucun travail de digestion pour votre corps parce que finalement qu'est-ce qui fait votre intestin, votre système digestif se charge de faire le tri entre les fibres et les minéraux, les vitamines, etc. Parce que la fibre finalement, il s'en débarrasse. Alors oui, ça fait le balai intestinal, c'est très bien. Mais ma foi, au final, vous la retrouvez dans les toilettes. Donc là, le jus va être absorbé, il passe dans la bouche, il passe dans l'œsophage, estomac, intestin, tac, la barrière intestinale et il se retrouve dans le sang. Et donc en 10-15 minutes, vous allez venir minéraliser, vitaminer votre corps sans digestion, sans fatigue. C'est important de manger bio, oui, très certainement, du fait de simplement que cette nourriture reste saine et n'est pas appauvrie ou voilà, ça reste quelque chose de naturel et qui n'a pas été enrichi à pas mal de colorants, de conservateurs, de pesticides et ainsi de suite. Donc oui, c'est important, je pense, pour avoir une alimentation énergique et vivante. C'est meilleur pour la santé. On le ressent parce qu'on est plus en forme, on a plus de vitalité, on est moins fatigué, on est moins malade aussi. Je dis souvent à mes élèves, c'est comme une carotte, on avance vers cette carotte bio qui serait le régime biologique humain et qu'on pourrait peut-être mettre en place si nous étions dans des conditions identiques, c'est-à-dire subtropicales, à l'abri du stress, avec les gens qu'on aime, en faisant le travail qu'on aime. Je pense que spontanément, on se rapprocherait d'une alimentation très frugale et très crue et très simple. Maintenant, il ne faut pas rêver, l'essentiel de notre patientèle est parisienne ou en tout cas sous des climats que l'on connaît, avec des stress professionnels et divers que l'on connaît. Et donc, on est forcé d'individualiser, d'assouplir, d'enrichir cette alimentation idéale de produits cuits, dont des racines, des patates douces, des tubercules, quelques céréales, en évitant les gluten. Parfois d'aller voir du côté des protéines un petit peu plus concentrées, comme les poissons notamment, les fruits de mer. Et puis surtout faire un sur-mesure qui sera fonction de l'âge, l'état de santé, l'activité physique, l'hérédité, peut-être même les croyances, le potentiel vital, le bilan que l'on fera avec le client. Et on va donc tendre vers une alimentation qui sera celle de Monsieur X et qui ne sera pas celle de Monsieur Y. Même si les bases vont vers une alimentation moins carnée, plus crue, plus vivante, avec des mélanges alimentaires particulièrement judicieux, pour éviter des souffrances digestives, des fermentations, des putréfactions intestinales, avec des corps gras très bien étudiés en termes de rapport oméga 3, oméga 6, oméga 9, avec des fibres régulièrement présentes pour tous leurs bienfaits intestinaux, etc. Avec un minimum de produits raffinés, un minimum de produits industriels, un minimum de produits traités, donc une orientation vers le bio, le tout pris dans une ambiance, si possible, paisible, en évitant la télé et les conversations stressantes au repas, dans un esprit de convivialité, de sérénité. Voilà, là on pourrait définir grosso modo une alimentation idéale. Il faut faire un sport, premièrement pour la santé et deuxièmement aussi pour l'esprit, pour vider absolument, purifier de la journée de stress, etc. Je marche.
Je suis parisienne. Allez, à Paris, on marche beaucoup. Et je cours et je fais du yoga. L'exercice physique est très important en naturopathie dans la mesure où ça permet de faire passer le sang par tous les filtres d'élimination, hein, et donc d'épurer l'organisme au maximum, puisque par les poumons et par la respiration, par le sang qui va passer beaucoup plus intensément par le foie, par les reins, et la transpiration, par exemple au niveau de la peau, ainsi que tout ce qui va sortir de sébum au niveau des glandes sébacées, eh bien nous allons épurer l'organisme régulièrement et de façon très efficace. Moi, je fais de la marche. Je fais de la marche parce que je préfère faire mon sport en plein air que dans une salle. Voilà, donc moi je fais de la marche 3 fois par semaine à raison de 1h30 à 2 heures par jour. Mais c'est pas de la marche comme si je me promenais, je fais de la marche marathonienne. L'exercice fait partie des techniques fondamentales. Hein. L'individu est trop sédentaire. L'individu, en général, a l'impression de bouger. Ah ça, il bouge. Il bouge. Seulement, il ne bouge pas comme il le faudrait. Hein. Il bouge dans la contraction. Il bouge parce qu'on est dans une société où eh bien, on travaille, où on a plein de contraintes. Et donc, il faut faire vite. On est sans arrêt, on se lève le matin, il faut vite préparer les petits déjeuners, les enfants, etc. Se laver, bien sûr. Et puis après, un peu partir au travail, etc. Et toute la journée, on est un peu trop dans la bousculade. Hein. Et donc, ça, je dirais que c'est pas de l'exercice. Hein, parce que c'est fait dans la contraction. Et donc, ça amène des tensions. Tensions physiques et peut-être, suivant comment on vit les choses, tensions psychiques. L'exercice doit être présent, mais il doit être fait en conscience et il doit être fait pour nous libérer, nous faire bouger les différentes articulations, hein, faire donc bouger, activer nos liquides, hein, et en conscience, avec conscience également de la respiration. Hein, et là, eh bien, on va en tirer le bénéfice. Je cours, hein, été comme hiver, je pense que c'est important de faire un petit peu de course et d'endurance. Et puis voilà, je fais un peu de salle de sport aussi, musculation, cardio, training. Parfois stressé, bon, parfois un petit peu de qigong, un petit peu de relaxation, méditation, au moyen de disques, au moyen de rien, moi-même personnellement. Les fleurs de bac parfois aussi, vraiment en cas de stress, rescue. Mais en cas de grand stress, fleur de bac. En consultation, nous rencontrons des gens qui souffrent vraiment, et pas uniquement au niveau physiologique, mais aussi au niveau émotionnel et psychologique. Donc, on va en tenir compte déjà par notre écoute. Les personnes qui viennent nous voir attendent une écoute et viennent chercher ça parce que, eh bien, dans la médecine classique, elles ne trouvent pas forcément cela, les consultations sont rapides et puis on leur préconise souvent, on leur prescrit souvent des médicaments, mais si ça peut les aider, parfois, elles ne cherchent pas que ça. Donc elles viennent d'abord pour que nous les écoutions et que nous essayions de comprendre leurs problématiques. Alors ensuite, le naturopathe, il n'est pas forcément psychologue de métier, hein, et donc dans son écoute et par rapport à ce que va lui raconter son client ou sa cliente, eh bien, il va pouvoir donner des conseils pour se relaxer, pour peut-être travailler un meilleur lien social, pour prendre du recul, etc. Donc à travers des techniques qu'il a à sa disposition, hein, donc toutes les techniques de relaxation, etc. Et aussi orienter son client, sa cliente, vers quelqu'un qui va être formé
hein, à la psychothérapie, la psychanalyse, l'hypnose, etc. Ça peut faire l'objet d'un travail beaucoup plus spécifique avec vraiment un professionnel de ce type de discipline. Eh bien, elle est très importante puisque pour nous, elle va faire partie des éléments qui vont amener la maladie. Hein. Le stress va perturber l'individu. Le stress est un processus d'adaptation très bien fait, général, il est le même pour tout le monde. Et cette adaptation, elle est connue pour avoir 3 stades. Un stade d'alarme qui est sous la dépendance du système nerveux sympathique, avec une petite décharge d'adrénaline qui nous permet de faire face, de courir, de lutter, et qui, dans le meilleur des cas, se neutralise lorsque l'agresseur est disparu, ou qu'on a gagné la victoire. Bon, la bataille. C'est notre cerveau archaïque qui gère ça. Si le stress dure plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, on passe en phase d'adaptation plus chronique, la phase de résistance. Et là, le système nerveux ne suffit plus, on va puiser dans les ressources surrénaliennes, d'une phase liée au cortisol, qui permet de continuer la lutte avec sûrement moins de rage et d'intensité, mais en tirant sur les réserves. La cortisone ou le cortisol, c'est la même chose. On connaît ses effets thérapeutiques, hein, c'est un bel anti-inflammatoire. Ça va nous permettre aussi d'aller faire de l'énergie en allant puiser dans les graisses et dans les muscles, hein, pour avoir du glucose alors qu'il n'y en a plus. Mais on sait aussi que le cortisol, qu'il soit médicamenteux ou produit par la personne stressée, a des effets tout à fait délétères sur le squelette, sur le système immunitaire, sur la rétention d'eau, sur la mémoire. Donc cette phase numéro 2 nous met en péril et fragilise vraiment le terrain. Et puis quand on est au bout de notre capacité d'adaptation, on parle de phase d'épuisement qui se caractérise généralement par une dépression, un burn-out important, et ou une chute immunitaire importante avec une pathologie lourde qui apparaît. Donc, comme il n'est pas question de prétendre éliminer le stress, c'est absolument impossible, absurde, et je dirais même que le stress est utile pour nous mettre en challenge, pour nous permettre d'inventer des situations nouvelles, d'adaptation et de gestion de notre vie quotidienne. Puisqu'on ne peut pas changer l'environnement et le stress, changeons-nous nous-mêmes, apprenons une meilleure gestion du stress. C'est ça la relaxation, c'est ça l'hygiène relationnelle, c'est ça les nouvelles approches de méditation également, qu'on intègre bien maintenant, même en milieu hospitalier et psychiatrique. C'est ça la sophrologie, c'est ça l'intérêt du yoga, etc. Le yoga. Combien de fois par semaine? Une fois par semaine, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, ça m'arrive d'en faire aussi à la maison, maintenant que j'ai quelques techniques. Mais c'est très relaxant. Effectivement, souvent je suis conseillée. On ne commence jamais un changement de nourriture comme ça sans avoir été consulté soit par un naturopathe ou soit par des personnes qui sont dans le nutritionniste, dans cette... voilà. Alors, le naturopathe est appelé un éducateur de santé. Pourquoi ? Parce que il va essayer d'amener les gens sur le chemin de la santé en leur donnant les moyens de se prendre en charge, d'être acteurs de leur santé. L'intérêt, c'est de travailler de manière, je trouve, un peu plus avancée avec son corps, en utilisant en recours à des substances naturelles. Et en trouvant une alimentation, par exemple, qui est adaptée à ses besoins et aux problèmes qu'on peut avoir des problèmes de santé qu'on peut avoir. Donc voilà, la naturopathe, elle va adapter en fonction de chacun en ayant une prescription vraiment personnelle sur tout un tas de thématiques qui peut être simplement mieux se sentir dans son corps ou carrément guérir de quelque chose, quoi. Le rôle du naturopathe est essentiellement en fait pédagogique, de pouvoir faire comprendre à la personne comment est son fonctionnement, comment est-ce que ses organes vont avoir des points faibles, des points forts, et auquel cas de pouvoir donner des conseils. On n'est pas sur des prescriptions, on est uniquement sur du conseil pour pouvoir gérer au mieux sa santé, sa vitalité, son énergie vitale, sa manière de vivre. J'utilise pour éviter effectivement tout ce qui est à partir des antibiotiques, choses comme ça, j'ai utilisé les plantes.
Moi, beaucoup les huiles essentielles. Et ça, j'ai remarqué effectivement vraiment une amélioration au niveau de la santé depuis 1 an et demi. J'ai plus été malade depuis 1 an et demi. Donc on voit la différence. Ça évite, on va dire, de prendre des prises de médicaments au dernier moment, alors que toute l'année, tout simplement, j'utilise régulièrement, dès que j'ai un petit mot, dès que j'ai un peu mal à la tête, j'utilise soit des compléments alimentaires pour l'année, soit effectivement les huiles essentielles. On consulte un naturopathe normalement en prévention primaire, c'est-à-dire avant que la pathologie n'apparaisse. C'est la seule médecine d'ailleurs reconnue par l'OMS comme étant de prévention primaire, c'est-à-dire vraiment en amont de la maladie. Et donc la naturopathie, elle va permettre de mettre en place tous les moyens qui sont à sa disposition pour optimiser la santé des personnes et leur permettre d'être toujours à un niveau de santé vraiment excellent, de façon à éviter de tomber malade, entre guillemets. Alors une consultation de naturopathie, ça s'appelle un bilan de vitalité, et le naturopathe va au fur et à mesure de la consultation, donc avoir un entretien avec sa cliente, questions-réponses sur son histoire personnelle, son histoire de santé, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, il va lui expliquer un certain nombre de choses qu'il découvre à travers 2 études majeures que sont l'étude morphologique. Un bilan morphologique, bien c'est comprendre ce que veulent dire les formes. Nous avons tous des formes. Alors bien sûr, il y a des formes d'abord de contours, des formes générales, un corps, est-ce qu'on est plus longiligne, est-ce qu'on est plus bréviligne. Et puis il y a des choses plus particulières, la forme d'un crâne, la forme des mains, est-ce que les doigts sont plus longs que la paume, comment sont les ongles, les oreilles, etc. L'autre étude, qui est l'étude des iris. L'iridologie, c'est une méthode de bilan de santé. Alors je ne dirais pas de diagnostic, puisque le diagnostic appartient à l'art médical et à la médecine. Il faut considérer dans sa tête schématiquement l'iris comme un cercle, avec un trou au milieu qui est la pupille. Et autour de cette pupille, on peut voir différentes couleurs, enfin une couleur de base qui appartient à, on dira, une culture sociale. Les iris bleus, par exemple, sont plutôt proches des pays scandinaves, enfin du nord de l'Europe, quoique on trouve également des iris bleus dans le sud de l'Italie. Deuxième autre couleur également, c'est le marron clair, qu'on trouve essentiellement dans les pays tempérés. Et enfin, les iris, couleur marron foncé, qu'on retrouve essentiellement dans les pays asiatiques et africains. Cette couleur de base permet déjà de définir un terrain et des prédispositions. Sur cette couleur de base vient s'ajouter des signes annexes, soit en superficie, soit en profondeur du muscle iridien, puisque l'iris est un muscle en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir en périphérie, posé sur la trame irienne? On peut avoir des taches de différentes couleurs, claires ou foncées, qui vont indiquer là aussi en fait une tendance pathologique. Et après, on peut aussi observer des signes lésionnels, c'est-à-dire de véritables trous qu'on appelle ogives ou lacunes, et qui intéressent plus particulièrement un secteur organique. Et donc, on va pouvoir, à travers ces 2 analyses, ces 2 études, faire une synthèse et, à partir de là et de l'entretien, donc de l'anamnèse que nous avons avec la personne, définir ensemble une cure d'hygiène de vie, à travers des conseils que nous allons donner par écrit et qui vont s'appuyer sur certaines de nos 10 techniques, puisque nous avons 10 techniques ou agents naturels à notre disposition pour permettre aux gens d'améliorer leur santé. À Paris, il existe un centre de soins naturopathiques où on pratique notamment le sauna, des drainages, des enveloppements aux huiles essentielles, voilà, tout un tas de choses qui font partie de nos techniques, notamment l'hydrologie, et qui s'appelle le Centre Naturovital. Moi je suis Isabelle Ravanas, donc j'ai créé avec mon associé ce centre et nous sommes co-gérantes. Et bien donc, moi, je suis l'associée, co-gérante, Dominique Sol-Roland.
C'est un endroit où on puisse savoir toutes les informations qui sont relatives soit à la naturopathie et à toutes les techniques en fait qui tournent autour, ou qui sont en association et en affinité avec la naturopathie, et voilà, qui puissent qui puissent arriver par le centre et repartir du centre. Donc l'idée, c'était vraiment de faire de cet endroit un endroit où on peut trouver les réponses lorsqu'on prend en main sa santé. Donc la bibliothèque avec des livres à disposition, les ateliers, les conférences, l'accueil des gens, le suivi, le conseil. Il y a un lieu où il peut y avoir des soins aussi en fait, des soins purement d'hygiène de vie. Et avec des principes derrière de naturopathie. Ça peut s'apparenter totalement à un spa, ce qu'on fait, puisqu'on a un sauna, on a des massages, etc. Mais l'intention qui est derrière, elle est simplement différente. Les trois piliers, effectivement, donc l'alimentation, l'élimination et l'activité physique, pour nous, c'est trois piliers de la naturopathie. Dans le sens, donc par rapport à ça, on propose une activité donc végétalienne, bio et naturo. Je vais revenir sur ces principes-là, qui est proposé tous les midis ici. C'est un rôle éducatif pour pas mal de gens qui commencent en fait leur démarche dans la naturopathie, parce que on va beaucoup axer du coup sur les légumes, on va revenir aussi là-dessus, et en fait il y a vraiment tout un rôle d'éducation sur le fait qu'on peut manger des légumes tous les jours, et ça peut être complètement varié. Le but de cette façon de manger, c'est d'avoir des temps de digestion qui soient plus courts. Si on réduit en fait ces temps de digestion, on laisse au corps plus de temps et d'énergie à faire autre chose que simplement digérer. Ce qui est souvent le cas quand on a une alimentation totalement normale. Et dans ces cas-là, il va rentrer dans d'autres processus qui sont, premièrement, l'élimination, l'assimilation d'abord, l'élimination ensuite, réparation si nécessaire. Et donc voilà, donc on propose ici la deuxième partie, donc axée sur l'élimination. Et on va utiliser en fait la peau, qui est donc le plus grand organe du corps, c'est le plus grand organe donc d'élimination également. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4, et celui-là n'est pas usité, ou très peu, parce qu'il y a une élimination que s'il y a sudation. Donc on s'assure ici que les personnes ont bien cette capacité de sudation. Beaucoup de femmes en fait perdent leur capacité d'élimination par la peau, parce qu'elles ne suent pas beaucoup. Donc on a toute une partie de rééducation de cette fonction de sudation quand elle est perdue. Et après c'est la pratique du sauna. Le sauna, en fait, dans les règles de l'art, au départ, c'était un sauna, c'était fait de façon thérapeutique, vraiment dans le but d'un soin de détox, justement par la peau, et c'est également un soin de revitalisation s'il est fait correctement. Donc on propose cette activité-là, dans lequel on peut intégrer également des massages, qui sont généralement des massages assez profonds, des massages détox, en fait, on va appeler ça comme ça, que nous on appelle drainage naturel. C'est surtout proposé aux personnes qui ont fait une consultation naturopathique et qui sont en cure de naturo, donc en cure, la première cure, soit la cure de détox ou la cure de revitalisation. Et donc ça leur permet d'avoir un endroit où ils peuvent manger selon la façon dont on leur a préconisé de manger souvent. Et puis voilà, d'avoir un endroit où ils sont accompagnés dans cette cure. C'est-à-dire que toutes les questions qui peuvent se poser, que ce soit sur les recettes ou sur tout ce qui se passe dans leur corps au moment où ils mettent cette cure en place, on peut les aider, on peut les accompagner. Donc on est des hygiénistes vraiment de santé, et on accompagne complètement le naturopathe dans la cure de son client. Parce qu'il faut une personne qui se lance dans une cure naturo, souvent c'est quand même un grand chamboulement dans sa vie. Donc elle va avoir une consultation qui va durer 1 heure, 2 heures, on va leur donner beaucoup d'informations qui seront assez logiques, c'est beaucoup de bon sens la naturo. Mais quand on se retrouve tout seul à la maison, avec une famille, éventuellement des enfants, et que tout à coup il faut mettre ça en place, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ici, ils trouvent cet accompagnement, les réponses à beaucoup de questions pratiques ou autres qui peuvent se poser. Et là, on a un vrai rôle pédagogique et de suivi, d'accompagnement qui est très important pour beaucoup de gens en fait. La naturopathie, c'est un art de vivre. C'est savoir s'écouter, c'est savoir faire en sorte, mettre en place les outils, l'hygiène de vie nécessaire pour aller mieux. Voilà ce que c'est que la naturopathie. Et la naturopathie, ce n'est pas des grands mots, c'est un exercice quotidien.
Il faut mieux des actes, des petits actes quotidiens, que des grands mots qui ne seront pas suivis des faits. Je la recommande à tout le monde parce que c'est un autre moyen d'envisager sa santé, d'apprendre à mieux manger. Et ce qu'on met dans notre corps, c'est un peu notre carburant. Donc on mange un peu bêtement, et je le faisais aussi. Enfin, je veux dire, c'est en voulant améliorer un peu les choses et je trouve que la naturopathie, c'est une première marche facile à franchir pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui est peut-être une urgence aujourd'hui dans un monde où les modes de vie sont complètement en désaccord avec nos lois fondamentales, biologiques, de base. Donc pour pouvoir maintenir ces lois biologiques en bon état et une fois de plus éviter la maladie, ce qui quand même est plus sympathique que d'être médicamenté ou sur un lit d'hôpital, eh bien c'est la naturopathie qui peut aider à le faire. Donc ne pas hésiter à se remettre en question, changer parfois ses habitudes pour être en meilleure santé. Je pense que quand ils verront et ils comprendront que la médecine classique n'a pas réponse à tout, finalement ils vont se tourner vers la naturopathie et ils vont découvrir que pas mal de choses existent qui font bien moins de dégâts que dans la médecine classique et pour lesquelles on a des solutions rapides et efficaces. Il me semble que l'important, c'est qu'on avance tous ensemble vers une naturopathie qui se définisse à la fois comme originale, unique, précieuse. Aucune autre forme d'accompagnement ne peut remplacer la naturopathie. Je pense que la naturopathie, elle a un bel avenir. Elle a un bel avenir parce que de plus en plus, il y a des prises de conscience et de plus en plus, l'individu prend conscience qui va de travers. Et que effectivement, il change de voie. Et c'est la voie de la sagesse, c'est la voie des priorités dans la vie, c'est la voie du bien-être. Et donc de plus de considération pour son corps, pour lui-même, être bien, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on enseigne, quoi. Mon souhait pour la naturopathie, c'est qu'il y ait une reconnaissance officielle pour pouvoir faire du ménage, d'une certaine manière, entre des gens qui se disent naturopathes en ayant fait des formations par correspondance sur 15 jours. La naturopathie, bien sûr, ça prend sur le terrain, bien sûr, ça prend via notre propre vécu, notre propre expérience. C'est ainsi que l'on peut évidemment donner les conseils. Si je n'applique pas ce que je dis, évidemment, il n'y a pas de cohérence. Mais avant tout, il doit y avoir une base médicale pour comprendre comment fonctionne chaque organisme et de ne surtout pas faire des bêtises. Donc qu'il y ait le plus possible de cohérence, de partenariat, de communication entre les corporations médicales et la naturopathie, et cela doit passer évidemment par une certaine forme de reconnaissance. C'était un éveil de conscience aussi, c'est un réveil personnel d'avoir choisi. C'est aussi ne pas être un mouton, c'est-à-dire prendre soin de soi sans forcément être en conséquence avec nos sociétés et les choses. Et voilà, moi j'ai pris de l'engagement vis-à-vis de moi de prendre ma santé sur le long terme. Donc comme on dit, la santé, ça fait tout, et si on est malade ou si on ne fait plus rien, on ne peut plus travailler, on ne peut plus vivre correctement. Donc voilà, donc j'ai pris vraiment ce choix de prendre soin de moi en tout cas. Donc prenez soin de vous, c'est important. En anecdote, on a eu des personnes qui ont fait des chemins de vie, enfin des changements de vie complets après des séances, alors une cure détox ou une séance de sauna. On a des gens qui sont partis comme ça, ils sont changement de vie. Du jour au lendemain, alors c'est soit pour faire des études de naturopathie ou faire complètement autre chose, et on a des gens qui sont partis en Inde, qui ont mis leur activité entre parenthèses pendant X mois pour faire un voyage personnel, seul, etc. Et c'était vraiment des prises de décision qui sortaient du sauna en fait. Vraiment le côté nettoyage qui se passe et qui fait émerger d'autres choses. En fait. Et la naturo d'ailleurs au sens plus large, parce que c'est vraiment une approche qui remet le corps au centre de tout. On est dans des vies où on est beaucoup dans le mental, dans les peurs, complètement déconnecté du corps. La naturo remet le corps au centre. Et quand on remet le corps au centre, on change complètement toute sa vision des choses.
Et souvent, la naturo va ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginé ouvrir un jour. Et c'est aussi cette ouverture-là qui fait que ça va générer des changements très importants dans la vie des gens. Mais ça transforme les gens. Et il n'y a pas de retour en arrière, généralement. Je suis pas fan du poussoir, c'est pas nécessaire. Vous voyez, vous mettez les aliments comme ceci. Voilà, il me fait mentir. Alors ça, c'est la meilleure. Du fait de ne pas avoir respiré. On va la refaire. Elle est belle celle-là. Celle-là, elle est très, ça sera pour le best-of à la fin. Elle est très bien celle-ci. Les conférences, les ateliers, l'accueil, Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux juste éviter de toucher? Ah oui, parce que chaque fois, boum, boum, boum. Ça fait ouais. Mais j'aurais dû prévenir. Ouais. Voilà. Bouge pas, prise dans le. Voilà, je bouge plus. Prise dans l'action.